Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur ITV Antoine Ngom. Bonsoir. Bonsoir Ousmane. Merci Antoine Ngom d'avoir accepté de passer dans l'émission e-tech du groupe e-Media Invest. C'est un immense plaisir. Vous êtes un produit de l'école centrale de Paris, d'où vous sortez comme ingénieur généraliste en 1988. La capitale française, vous avez également fait vos classes préparatoires. J'ai lu sur LinkedIn Imprime, ça veut dire? Alors, Ousmane, je voudrais d'abord vous dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être reçu à nouveau dans votre émission e-tech, avec la version télé cette fois-ci. Et donc, je voudrais vraiment vous féliciter, en tout cas vous et tout le groupe e-Media avec Mamoudou, pour l'excellent travail que vous faites. Pour cette émission qui est devenue vraiment, je vais dire, un événement incontournable pour les acteurs du secteur, en tout cas très très prisé par nous acteurs du secteur. Imprime, en fait, c'est les classes préparatoires qui se font donc en 2 ans après le bac et qui préparent donc à l'accès aux grandes écoles. Comme le nom l'indique, ça prépare à quelque chose. Voilà, absolument, ça prépare donc à l'accès aux grandes écoles d'ingénieurs françaises. Oui, opportunité que vous avez saisie pour poursuivre la présentation Antoine Ngom au lycée Henri IV à Paris, de riches expériences professionnelles bien sûr. On citera rapidement vos années au sein de Atos, le leader de la transformation digitale, 120 collaborateurs dans 120 pays, dont le Sénégal, Atos Origine plus précisément, où vous avez passé 4 ans entre 1994 et 1998. Vous dirigez le fonds des incubateurs TIC du Sénégal et le bureau de mise à niveau, en plus de GSI, dont les locaux nous accueillent ce mardi soir. GSI Technologies, depuis 20 ans. GSI pour Général des systèmes d'information d'entreprise, qui constitue aujourd'hui, selon la présentation que vous en avez faite sur votre site internet, un label d'excellence et d'intégrité avec comme service l'intégration de solutions et donc l'agrégation de services à valeur ajoutée. Pour entrer de plein pied maintenant dans le numérique, Antoine Ngom, dans cette émission, nous allons démarrer par la rencontre dernièrement à Dakar portant sur les données personnelles, les autorités en charge des données personnelles de l'espace francophone qui sont retrouvées dans la capitale sénégalaise. L'occasion de reparler du RGPD, le Règlement général de protection des données européen, ce règlement-là, qui s'applique aussi à nos pays. Est-ce que depuis sa mise en application, on a célébré le premier anniversaire dernièrement, est-ce qu'il y a eu des victimes sénégalaises côté entreprise? Alors vous avez bien dit, le RGPD effectivement est en vigueur depuis mai 2018 et donc c'est en fait un nouveau cadre juridique au niveau de l'Union européenne donc, qui vise à accentuer la protection en fait en matière de données à caractère personnel. Oui. Donc c'est en fait un nouveau cadre qui s'applique à tous ceux qui en fait ont à collecter et à traiter des informations de citoyens européens, citoyens ou résidents européens, oui, mais également à toute entreprise en dehors de l'Union européenne qui traite aussi des données européens, issues d'Européens ou d'entreprises européennes. Donc c'est pour cela que ça s'applique d'ailleurs partout dans le monde. Et c'est pour cela que ça vous regarde? C'est pour ça que ça nous regarde. Ça regarde beaucoup en fait les entreprises et les organisations qui ont à faire du commerce avec donc, les pays européens et qui donc ont à traiter des données de citoyens européens. Il y a eu des victimes, autrement dit des entreprises sénégalaises, oui, donc au Sénégal, qui ont été épinglées pour peut-être pour ne s'être pas conformées, disons-le comme ça, au nouveau règlement? Alors, à ma connaissance, non. Ce qu'il faut voir, c'est que ça concerne surtout, en fait, en tout cas pour ce qui concerne les acteurs de notre secteur, ça concerne surtout en fait tout ce qui est BPO, donc ceux qui ont à traiter, faire de l'outsourcing, ou bien les call centers qui ont à traiter en fait des informations des citoyens européens. Mais à ma connaissance aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont très au fait, parce que c'est leur business,
c'est leur business. Ils sont très au fait de ce nouveau type de règlement et qui, à mon avis, donc, sont aujourd'hui au point pour pouvoir pour éviter ce type de sanctions. En tout cas, pas à ma connaissance aujourd'hui. Je ne connais pas d'entreprises de mon secteur qui sont aujourd'hui, je veux dire, qui font l'objet de sanctions. Vous connaissant et vous suivant régulièrement Antoine Ngom, je sais que vous aimez le thème de la souveraineté numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne devrait pas préconiser l'inverse, autrement dit, un règlement de protection générale des données des Africains qui s'imposerait au reste du monde? Parce que ce qu'on constate jusqu'ici, c'est que l'Afrique est un excellent élève, mais excellent élève dans l'application des leçons d'ailleurs. Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui même, oui, vous prenez la CDP chez nous, qui donc met en œuvre des lois et règlements sur les données personnelles, à caractère personnel des Sénégalais. Ben, si je suis une entreprise européenne ou une entreprise américaine qui veut, je veux dire, collecter et traiter les données de citoyens sénégalais, ils se doivent de se conformer à, je veux dire, à ces lois et à ce cadre juridique. Mais au Sénégal bien entendu, bien entendu. En fait, je pense que c'est pas vraiment... On va revenir à l'histoire de la souveraineté numérique qui est très, très importante. Mais le fait que nous, on ait à appliquer, en fait, ce RGPD, pour moi, il faut voir les choses de manière positive, en fait. Oui. Il faut voir les choses de manière positive, à savoir que si on arrive, si nos entreprises qui font de l'outsourcing ou qui font des centres d'appel arrivent à se conformer à cette réglementation, cela ouvre des opportunités business. Cela nous ouvre des opportunités business. Comme aujourd'hui, ces règlements s'appliquent à Google, Facebook, etc. Je veux dire, celui qui veut commercer avec un pays ou avec une région qui a une réglementation doit se conformer à cela. Ce n'est pas uniquement sur l'Afrique qu'on doit le dire, c'est valable pour l'ensemble des pays. Même les Américains sont obligés de se conformer à cela. Par contre, vous avez touché l'essentiel, à savoir la souveraineté numérique. C'est vrai, dans le futur, celui qui détient l'information, c'est vraiment lui qui détient le pouvoir politique, le pouvoir économique. Et même dans le présent, on a vu un oui, peu le pouvoir du big data. Absolument. Et donc, c'est très important qu'il y ait des initiatives au niveau africain. Je crois que la ZLECAf, elle ne doit pas seulement servir pour tout ce qui est commerce de biens, surtout, mais ça doit aussi concerner beaucoup le volet numérique, qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Le marché numérique unique en Afrique On sait que c'est un chantier. C'est un chantier, et ce volet de protection des données personnelles, ça devrait être un des premiers volets que l'on devrait adresser dans le cadre de ce marché unique du numérique. Oui, mais d'où ma question tout à l'heure, on voit que le continent, l'Afrique, est presque en retard, ou en tout cas n'impose pas un peu sa présence, son point de vue sur beaucoup de points. On l'a vu notamment avec la taxation internationale des GAFA. Il a fallu que la France et l'Amérique peut-être s'entendent pour, disons, une renégociation dans le cadre de l'OCDE pour que l'Afrique puisse saisir un peu cette opportunité-là. Mais avant cela, on sait que pendant qu'en Europe et ailleurs, pendant qu'on parlait de la taxation des GAFA, qui sont aussi présents chez nous, que l'Afrique était muette. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais moi, je milite sur le fait qu'il faut aller au niveau des instances internationales pour réguler cela, que ce soit au niveau de la taxation, que ce soit au niveau, je veux dire, de tout ce qui est données personnelles, etc. Il faut que nous, on pèse, mais au niveau des instances internationales. Je crois que la taxation des GAFA, c'est quelque chose à laquelle on va arriver, mais on n'aura pas une taxation, pas forcément une taxation africaine, mais on pèsera dans des organisations internationales comme l'OCDE pour justement imposer au point de vue mondial une taxation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais la France a sa taxation déjà. Mais la France a sa taxation, mais elle, ce qu'elle a dit, c'est que dès l'instant qu'il y aura une taxation au niveau international, elle va se conformer. Voilà, elle va se conformer. Elle a initié. Elle a initié une taxation mais à 3%. vous savez, la France, cette taxation qu'elle est en train de mettre en œuvre, vous avez des acteurs comme Amazon qui vont répercuter cette taxe-là aux consommateurs français. Donc,
c'est des sujets... Ça revient au même. Voilà, ça revient au même. C'est des sujets, à mon avis, qu'il faut traiter vraiment, pas au niveau pays, mais au niveau international. C'est ma conviction. Oui, côté données personnelles toujours, on sait que l'autre problématique, voire l'autre problème, c'est l'utilisation des caméras de surveillance dans les entreprises. La CDP fait des sorties régulières pour essayer de dissuader ceux qui font ces pratiques. Mais on a l'impression que ça persiste un peu. Est-ce qu'il y a une voie d'optique sur le sujet? Alors, moi, je trouve que la CDP fait très bien son travail. On a des membres qui ont d'excellentes relations avec la CDP, qui a une démarche très pédagogique, qui ne sanctionne pas forcément à la première infraction. Et je crois qu'il faut les encourager à cela. Mais c'est important que l'on se conforme, je veux dire, aux lois et règlements liés aux données personnelles. Et je crois qu'il y a, dès l'instant qu'il n'y a pas d'abus, il faut soutenir, je veux dire, les initiatives et les actions de la CDP. Alors, pour revenir à ces données à caractère personnel, je crois qu'il ne faut pas que l'Afrique et nos pays suivent, je veux dire, à la lettre, les avancées en matière de données personnelles comme le RGPD en Europe. Pourquoi? Je crois qu'il ne faut pas qu'ils les suivent à la lettre, il faut qu'ils prennent le meilleur de cela, je veux dire, vu l'expérience qu'on a depuis 1 an et demi déjà sur le sujet. Oui. Tout simplement parce que y a en fait un risque que certaines dispositions soient un frein à l'innovation. Par exemple, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Oui, l'IA. Voilà, l'IA. Et donc, nous devons être, je veux dire, nous devons pas uniquement copier ce qui se fait ailleurs, mais prendre le meilleur tout en faisant attention à ne pas brider l'innovation. C'est très, très important. Oui, donc concilier innovation et régulation. Absolument. Protection des données notamment. Absolument, absolument. Et je pense que nous pouvons apprendre de ce que font des erreurs de l'Europe sur le sujet pour prendre le meilleur et justement, tout simplement, permettre de favoriser l'innovation, notamment pour ce qui concerne l'IA, l'intelligence artificielle. Non politique toujours, non politique en matière de digital au Sénégal, toujours Antoine Ngom. On va à présent parler, je sais que vous allez aimer le sujet, la SN 2025, la stratégie Sénégal numérique 2025. Mise en application, démarrage en tout cas de la mise en application en principe en 2016. Aujourd'hui, quel bilan à mi-parcours? Le bilan, il est maigre. Il est maigre, il est vraiment pas fameux. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, 2016, là on est en 2019. 3 ans. 3 ans, et aujourd'hui, le comité de pilotage n'est toujours pas réuni. Vous l'interprétez comment? Dans un écosystème qui va à la vitesse de la lumière. Oui, ça c'est toujours le problème d'exécution qu'on a dans nos pays, surtout ici au Sénégal. On a un véritable problème d'exécution. On conceptualise, mais à l'exécution, ça pêche. Et donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, 3 ans après, qu'on n'ait pas encore eu même la première réunion du comité de pilotage. Comment voulez-vous qu'on évalue je veux dire, le niveau de réalisation de la stratégie si le comité de pilotage ne se réunit même pas? Si les évaluateurs n'existent pas. Voilà, exactement. Donc je crois que c'est la première chose à faire, c'est réunir le comité de pilotage pour faire l'état des lieux et puis mettre en place les priorités sur un plan d'action qu'on va dérouler. Mais là, je vous avoue... que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. En tout cas, pour nous, on n'a pas d'instrument de mesure de l'avancée. Il y a un volet, je pense, qui a été pris en charge jusqu'à présent, c'est tout ce qui est aspect juridique et réglementaire, où il y a des avancées, il y a eu des avancées. Il y a eu même des avancées au point de vue institutionnel parce que le Conseil national du numérique, je veux dire, a été formé. Sauf que vous avez... Au-delà de ces aspects juridiques, réglementaires et institutionnels, pour nous, on n'a aucune mesure de ce qui a pu être réalisé par rapport à la stratégie Sénégal numérique 2025. Sauf que vous aviez émis un désaccord sur la composition du Conseil national du numérique, mais apparemment, vous n'avez pas été suivi. Faut pas aller trop vite en besogne. Vous savez très bien que... D'où le apparemment.
Oui, le oui, modernisateur, oui, apparemment. tout à fait. En fait, le Conseil national du numérique, donc, vous le savez, il y a eu un ancrage, le décret mettait l'ancrage au niveau de la primature. Oui. Et Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Donc, on doit absolument donc, revoir ce décret-là pour voir déjà, ne serait-ce que changer son ancrage et puis en profiter donc pour, dans le cadre de nos concertations, revoir la composition de ce CNN. Et je crois que les nouvelles autorités et notre nouveau ministre, Madame Ndeye Ndiaye Diop, est tout à fait, je veux dire, disposée Vous l'avez saisi à échanger. officiellement? Absolument. On a eu des séances de travail avec, sur le sujet avec eux. Et de la on a abordé le CNN. sujet. On a abordé le sujet. Elle a dit quoi? Et je crois que ils sont disposés à donc, en tout cas, revoir le décret pour des questions d'ancrage et en même temps voir quels sont les aménagements qu'on pourrait apporter donc, à la composition. Mais vous avez dit, je crois que... Oui. Ce n'est pas clair. On est tout à fait, en fait, là-dessus confiant. Je ne vous l'apprends peut-être pas, mais on a un cadre de concertation. Oui. Donc, on est en train de mettre en place avec le ministère. Et c'est un des sujets phares qu'on aura abordé assez régulièrement dans nos échanges. Et je crois qu'on devrait arriver à un terrain d'entente sur le sujet. Et parlant d'ailleurs de mise en œuvre, on sait, si vous avez suivi nos dernières émissions, Antoine Ngom, que dernièrement, disons, le PTN, le Parc des technologies numériques de Diamniadio, a fait l'objet d'une présentation par Ndeye Ndiaye Diop, justement, en Conseil des ministres, et qu'il y a même un début d'exécution avec le démarrage des travaux autour du data center. Ça, Optique est bien servi côté marché? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce projet PTN, c'est vraiment le projet phare, le projet le plus important donc, à mettre en œuvre dans le cadre de cette stratégie SN 2025. C'est le projet phare. Et ce projet phare, on a la chance donc qu'il soit entièrement financé. D'accord ? C'est quand même du crédit qu'il faut apporter au gouvernement d'avoir réussi à boucler le financement de ce PTN. Avec l'apport de la BAD. Avec l'apport de la BAD. Autre chose aussi qui, pour nous, est très importante, c'est vraiment le caractère participatif et inclusif jusqu'à présent qui a en fait guidé les travaux du PTN. Donc nous, en tant qu'Optique, on est présent au niveau du comité de pilotage, présent au niveau du comité technique. Donc on participe activement donc, à la réalisation de ce PTN. Vous le savez aussi, la première unité de gestion, en tout cas, a été remplacée par une nouvelle donc, qui est dirigée par Bassirou Ba, voilà. Ancien de la DER et du BOSS. Exactement. En tout cas, nous, aujourd'hui, depuis que donc, il a pris la coordination de cette unité de gestion, nous sommes tout à fait satisfaits de la manière dont nous travaillons ensemble et la manière dont, je veux dire, le projet est mené. Alors, c'est vrai, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaite. Ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaite parce que tout simplement on a les lourdeurs administratives liées au marché public. Même dans un contexte de fast track. Voilà, même dans un contexte de fast track. On a les lourdeurs liées au marché public. On a les lourdeurs liées aussi à nos relations avec le bailleur, la BAD. Et donc il y a lieu vraiment d'accélérer tout ça. Il y a déjà eu des appels d'offres qui ont été passés, il y a des travaux qui ont démarré. Pour le moment, c'est sur les aspects génie civil, avec peut-être quelques équipements technologiques. Mais je pense que c'est un projet qui est sur de bons rails. Il y a eu pas mal de blocages, mais maintenant, on en arrive à vraiment une situation qui se débloque et qui se met en branle pour pouvoir, d'ici, je pense, 2 ans, avoir un parc opérationnel. Vous vous attendez à grand-chose en 2025, puisque la stratégie, c'est de 2016 à 2025? Alors, pour revenir au PTN, avant de retourner à 2025, pour revenir au PTN, nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand le PTN sera en place, que nos entreprises aient un intérêt à aller au PTN. Et, vous préconisez quoi exactement? Ce qu'on préconise, c'est qu'une entreprise qui est installée aujourd'hui à Dakar trouve
un intérêt à partir de là où elle est, à Dakar, pour s'installer à Diamniadio, parce qu'il y a plus d'incitation là-bas, il y a plus de facilité. Elle va trouver un environnement qui l'aide à mieux se développer. C'est ça qui va faire que, pour nous, le parc des technologies numériques marche. Ce n'est pas forcément qu'il y ait des multinationales qui s'installent là-bas et autres. C'est que nous, PME sénégalaises, on trouve un intérêt à travers toutes les incitations, toutes les facilités qui vont être mises en place pour que les entreprises considèrent qu'elles vont mieux s'y retrouver, qu'elles vont mieux s'y développer au lieu de rester à Dakar. Donc ça, pour qu'on l'ait, il faut qu'on ait en fait, comme je l'ai dit, toutes les incitations qu'il faut. Mais il faut également que ce soit un PTN avec une gouvernance qui donne beaucoup de place au secteur privé oui. et que aussi, je veux dire, qu'il y ait une structuration des instances de gouvernance comme une entreprise privée. Et nous, on militerait d'ailleurs pour que l'UGP se transforme en PTN SA, d'accord, une société anonyme. Comme on a eu Apix qui est devenu Apix SA, il faut vraiment que ce PTN-là soit géré comme une structure privée, une entreprise qui doit, je vais dire, être pérenne, être rentable, je vais dire, avoir une gestion efficiente et performante pour les entreprises qui vont s'y installer. Sauf qu'Antoine Ngom, on a l'impression que l'essentiel des projets, en tout cas les projets, pour citer votre mot phare, se trouve à Dakar. La décongestion dont on parle côté circulation, est-ce qu'elle ne devrait pas être également numérique dans la mesure où le futur incubateur de la DER à quelques mètres de vous, à côté de l'IAM, va sortir de terre prochainement. On a le PTN, on a toutes les grandes infrastructures et grands projets à Dakar. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut revoir d'abord, avant tout? Non, mais j'ai eu à m'exprimer il n'y a pas longtemps sur le sujet pour voir comment est-ce que on arriverait à faire sortir les entreprises de la région de Dakar. Oui. Mais nos entreprises, elles ne demandent qu'à avoir des conditions, des incitations, des modalités qui leur permettent de prendre la décision de quitter Dakar pour aller dans une autre région. Vous avez fait le plaidoyer? On a fait le plaidoyer auprès du gouvernement, qui sait que nous, on est des entreprises commerciales. Nous sommes des entreprises commerciales. Si vous nous mettez des conditions, des conditionnalités à Saint-Louis, à Kaolack, à Fatick, qui vont faire qu'on considère qu'on va mieux faire notre travail dans de meilleures conditions, on n'hésitera même pas. Nous sommes des entreprises commerciales. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Nous sommes prêts à y aller si les conditions s'y prêtent. Mais quelles conditions exactement, si vous pouvez les nommer? Mais les conditions, ce sont des conditions d'incitation. Ça peut être des conditions fiscales, ça peut être des conditions en matière sociale, ça peut être des conditions en matière douanière pour les entreprises qui importent. Ce sont des conditions incitatives qui amèneraient une entreprise comme GSC Technologies de quitter le point E à Dakar pour aller à Kaolack ou pour aller à Saint-Louis. Très rapidement, côté télécommunications, on sait que prochainement, les nouveaux opérateurs virtuels vont démarrer le travail. J'ai même vu un peu de publicité passer par les écrans de télévision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça a tardé à démarrer pour vous qui êtes la voix du secteur privé numérique du Sénégal? Alors, vous parlez des MVNO, mais vous pouviez parler aussi des FAI. On va y venir. Vous pourriez parler des difficultés que rencontrent les FAI aujourd'hui, tout simplement qui sont liées au fait que toutes les conditions qui devaient être réunies pour que, je veux dire, elles fassent, qu'elles s'épanouissent et qu'elles soient rentables, ne soient pas réunies et que l'État n'ait pas forcément mis ce qu'il faut pour que ces conditions soient réunies et qu'elles évoluent, ces FAI. Manque de compréhension, manque de soutien au privé? Certainement, il y a ça, mais surtout manque de dispositions réglementaires qui favorisent leur développement, surtout. On a mis la charrue avant les bœufs? En fait, je pense que c'est pas exactement ça, mais c'est toujours la lenteur. C'est la lenteur, en fait, dans l'exécution
de choses qui sont prévues. Hein. Quand on dit on doit mettre en place l'opérateur d'infrastructure, tout ça c'est dans les textes, etc., qui devraient aider à ce que ces FAI, je veux dire, s'appuient sur ces opérateurs d'infrastructure pour pouvoir avoir, je veux dire, des conditions d'exploitation beaucoup plus avantageuses, mais ça tarde à venir. Et puis voilà, les FAI ont signé leur cahier des charges et toutes les conditions ne sont pas réunies. Pour ne citer que ça, sans citer les coûts des fréquences, etc. Quelques secondes encore, les MVNO, c'est quoi le problème? Oui, mais les MVNO, c'est pareil. Moi, je pense que les MVNO sont arrivés un peu tard. Pour être honnête, je pense que ces MVNO-là auraient été beaucoup plus profitables et rentables si elles étaient arrivées au moment où la voix était prédominante, beaucoup plus prédominante par rapport à la data. Voué donc à l'échec? Non, ce n'est pas voué à l'échec. Il faut innover dans les services que l'on propose. Il faut leur permettre, je veux dire, d'avoir des tarifs auprès des opérateurs qui les accueillent, qui sont raisonnables pour pouvoir être rentables. Ce n'est pas trop tard, mais il faut être beaucoup plus innovant et avoir des conditions des opérateurs qui les hébergent beaucoup plus favorables. Merci beaucoup Antoine Ngom. Merci. Interview que nous aurons sûrement le temps de prolonger, Antoine Ngom, tellement les sujets sont nombreux. On aurait pu parler par exemple de la 4G pour la marque bleue qui arrive dans quelques semaines. On aurait dû parler de beaucoup de choses, de la fiscalité dans le monde des télécommunications. Merci infiniment Antoine Ngom d'avoir répondu à notre invitation ce mardi soir sur ITV. Antoine Ngom, président de Optic, la voix numérique du Sénégal en matière du secteur privé. Antoine Ngom, président de Optic, l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous la semaine prochaine.